Pourquoi j'ai démissionné d'Airbus? Airbus, c'est une boîte qui fait rêver, on va pas se mentir. Il y a des dizaines de milliers de personnes, c'est une réussite européenne, c'est un fleuron européen. Ils font les meilleurs avions du monde, les avions les plus fiables du monde, ils sont à la pointe de la technologie. C'est une entreprise largement profitable, c'est une entreprise dans laquelle vous pouvez faire carrière jusqu'à la fin de votre vie. Pourtant, j'ai choisi de démissionner après seulement quelques années chez Airbus. Et je vais vous dire dans cet audio pourquoi j'ai quitté une boîte de rêve, pourquoi j'ai quitté une boîte dans laquelle tout le monde a envie de vivre. Parce que Airbus me faisait rêver avant de travailler. J'ai travaillé chez Airbus et j'ai décidé d'en partir quelques années après et je sais que ça surprend. On me pose souvent cette question, j'ai souvent que ce soit des clients ou juste des personnes qui me suivent sur mon canal Telegram ou sur mes emails privés ou l'une de mes marques. Vous avez tous les liens pour rappel qui se trouvent en description de cet audio, soit sur mes marques sur Dragueur de Paris ou bien sur mon cabinet de copywriting McTroy. On me pose souvent cette question, pourquoi j'ai quitté Airbus, pourquoi j'ai quitté le ministère des Armées pour devenir entrepreneur à plein temps et surtout entrepreneur à l'époque, j'ai commencé par le marché de la séduction. Donc pourquoi je suis passé de l'aéronautique dans une boîte de rêve à la séduction tout seul devant mon écran, entre guillemets comme un con. C'est ce que je veux vous dire dans cet audio. Alors, je vais vous donner les raisons dans le désordre. Il n'y a aucun ordre de priorité dans les raisons qui ont fait que je suis parti. Il n'y a pas non plus une raison qui écrase toutes les autres. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles j'ai quitté Airbus, elles sont multiples. Et en fait, c'est un ensemble de raisons qui a fait que je suis parti. C'est pas à cause de un truc en particulier. J'insiste vraiment là-dessus. C'est vraiment une concaténation de plusieurs facteurs. La première raison pour laquelle j'ai quitté Airbus, c'est que vous êtes une vis dans une gigantesque machine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que Airbus, c'est un groupe gigantesque. La gamme de produits est large, le groupe est mondial, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes dans des secteurs différents, dans tous les sens, des commerciaux, des ingénieurs, des chefs de projet, des mecs qui bossent sur les préétudes pour les prochaines générations d'avions, d'hélicoptères, etc., etc. Et l'une des raisons qui m'a fait quitter ce groupe, c'est le faible impact que vous avez sur un point de vue macro. Et ça, j'ai pu m'en rendre compte parce que la première entreprise pour laquelle j'ai travaillé quand j'étais apprenti ingénieur, donc c'était de 2009 à 2012. Ouais, c'est ça, 2009 à 2012. En tant qu'apprenti ingénieur, à cette époque-là, j'étais dans une PME. Une PME où il y avait 1000 salariés. Et dans une PME de 1000 salariés, en fait, les actions que vous avez au quotidien vous permettent de créer de la valeur et surtout vous permettent d'avoir de l'impact. Et je ne le savais pas sur le moment, mais avoir de l'impact, c'est quelque chose dont j'ai besoin pour me sentir heureux au quotidien. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la première entreprise que j'ai créée, Dragueur de Paris, dans le secteur de la séduction, vous avez le lien qui se trouve en description de cette vidéo. En fait, j'ai commencé par Tinder, les sites de rencontres et surtout les shootings photos. Pourquoi j'ai commencé par là? Parce qu'en fait, c'était ma façon à moi de créer un résultat concret et fort pour le client d'une manière extrêmement rapide. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire du développement personnel quand j'ai démarré la séduction, mais que j'ai commencé directement par la partie photo, la partie shooting photo, tout simplement parce que c'est ce qui faisait qu'on pouvait proposer des résultats extrêmement rapides pour les clients. C'est aussi bête que ça. Et dans une TPE, on a un impact clairement au niveau du groupe. Par contre, chez Airbus, en fait, vous êtes juste un maillon dans une gigantesque chaîne qui tournera, quoi qu'il arrive, avec ou sans vous. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, ça veut dire que si vous faites une connerie, si vous plantez, si vous avez fait une erreur de calcul dans un rapport sur la sûreté de fonctionnement, par exemple, ou ce genre de choses, si vous faites une erreur, en fait, les process sont tellement blindés, les redondances sont tellement fortes à tous les niveaux, c'est-à-dire que par exemple chez Airbus, quand il fallait que je fasse signer un document d'essai vol ou un document d'essai sol ou un document de conception, il y avait au moins 5 personnes qui devaient signer le document.
Alors, est-ce que les mecs lisaient le document ou pas en entier? Ça, c'est une autre histoire. Ce que j'ai remarqué avec l'expérience, c'est que pas forcément. Donc, ça, c'est un avis personnel. Par contre, voilà, il y a 5 personnes qui doivent signer le document en disant approuvé par. Et du coup, les personnes feuillettent un minimum le document quand même pour vérifier que ce que vous avez écrit, c'est pas trop con, que vos calculs sont bons, que vos hypothèses sont bonnes, etc., etc. Donc, ça veut dire que quand vous faites une connerie, en gros, les chances que cette connerie ne soit jamais détectée sont quand même assez minces parce que les process, justement, ont été construits pour éviter ça. Donc ça, c'est la bonne partie, c'est que du coup, vous avez beaucoup moins de pression qu'une TPE, par exemple, parce que dans une TPE, vous avez un gros impact. Par contre, la contrepartie, c'est que si vous faites une connerie, en fait, tout vous retombe sur la gueule. Vraiment. Par exemple, vous avez une recette d'un équipement avec le client qui vient dans 3 jours. Il vous reste un bout de logiciel à coder. En fait, si vous êtes en retard, il y a tout le monde qui va venir vous voir en disant putain, bouge-toi, machin. Parce que le client arrive dans 2 jours. Et tout repose sur vos épaules avec une putain de pression derrière. Dans les grands groupes, ça n'existe quasiment pas parce que redondance plus process fait que. Donc, c'est confortable d'un point de vue stress. Par contre, d'un point de vue accomplissement personnel, accomplissement de soi, c'est quelque chose qui est un peu démotivant. Parce que, en fait, vous avez tout simplement un faible impact. Parce que vous êtes un maillon dans une chaîne gigantesque. Ça, c'est la première raison. Enfin, encore une fois, les raisons ne sont pas dans l'ordre et ne sont pas classées par hiérarchie. Je vous les donne au fil de l'eau. La deuxième raison, c'est l'extrême lenteur des cycles aéronautiques. Alors, si vous n'avez pas travaillé dans l'industrie aéronautique, vous ne pouvez pas le savoir, mais entre le moment où on décide de faire une préétude pour lancer un programme de conception d'un avion, par exemple, ou d'un hélicoptère, c'est pareil, et le moment où l'appareil sort, généralement, il s'écoule une bonne dizaine d'années, voire davantage avec les retards. Vous regardez par exemple les programmes type A380, etc. En fait, c'est des programmes qui ont enchaîné sur coup, qui ont été extrêmement longs à sortir. Et l'industrie aéronautique est comme ça. C'est-à-dire que les phases de conception, d'essai et de qualification sont extrêmement longues. Et pour moi, c'est quelque chose qui est frustrant. Parce que ça veut dire qu'entre le moment où vous travaillez sur une machine et le moment où vous la verrez entrer en opération, en fait, entre-temps, vous aurez fait 3 gamins, vous serez mariés, vous aurez peut-être même divorcé. Et en gros, l'eau aura coulé sous les ponts. Et pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement frustrant parce que j'ai besoin, dans mon quotidien, de créer des choses qui apportent des résultats rapides. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je m'éclate. Pourquoi je m'éclate? Parce que dans toutes les entreprises que j'ai fondées, que ce soit Dragueur de Paris pour la partie séduction homme, Lovers in Paris pour la partie séduction femme, ou bien MikeTroy.biz pour le conseil marketing aux entrepreneurs. Encore une fois, vous avez tous les liens qui se trouvent en description de l'audio. En fait, je m'éclate parce que dans tous les coachings, les gammes de services qu'on propose, on propose des résultats qui soient le plus rapides qui soient. Sur Dragueur de Paris, on commence toujours, par exemple, dans le cadre du programme Abondance, les phases de relooking et shooting parce que ça vous permet d'avoir les résultats, la différence avant-après qui soit la plus rapide qui soit. Sur les audits marketing, on vous apprend à monétiser le plus rapidement possible votre base email pour justement faire rentrer de l'argent le plus rapidement possible. Parce que ça, si vous êtes entrepreneur, normalement, c'est un langage que vous comprenez. Et ça, c'est quelque chose que je ne retrouvais pas quand j'étais dans l'industrie aéronautique parce que la conception même d'un avion, la conception même des cycles d'ingénierie faisait que c'était tout simplement c'était tout simplement pas possible. Ça, c'est la raison numéro 2. Raison numéro 3, l'évolution extrêmement lente de carrière. C'est-à-dire que j'ai commencé en tant qu'ingénieur et en gros, j'ai compris que pour être chef de projet, il avait fallu attendre un moment. J'ai attendu 8 ans, je crois, au total, un truc comme ça. Et qu'ensuite, si je voulais progresser, en gros, j'ai fait une projection réaliste par rapport à ce que mes collègues étaient capables de faire, par rapport aux temps normaux de formation, etc. Moi, mon rêve à l'époque, c'était soit d'être directeur de programme ou soit d'être directeur technique. C'était ça mon rêve. Et en gros, en faisant les projections, j'ai compris que si j'étais pistonné, donc c'est-à-dire dans le meilleur des cas, pistonné et bonne école, c'était pas avant 40 ans. Donc c'est-à-dire c'est début de quarantaine dans ces cas-là.
Le problème dans mon cas, c'est que j'ai pas fait une école d'aéronautique, donc j'ai pas fait par exemple Supaéro, j'ai pas fait d'école comme ça. Moi, j'ai fait l'école des mines de Saint-Étienne, qui est une bonne école, mais qui n'est pas la meilleure école dans le monde de l'aéronautique. Donc j'étais en position 2, on va dire, non pas en position 1. Donc j'étais pas prioritaire et puis surtout j'étais pas spécialement pistonné. Il y a des mecs qui étaient plus pistonnés que moi et en fait je me suis rendu compte que même si j'étais patient, même si je bossais bien, même si j'étais toujours là, tout ce que vous voulez, raisonnablement c'était pas avant fin de quarantaine, voire début de cinquantaine que j'ai accédé à des postes comme ça. Et du coup je me suis posé simplement cette question. Je me suis dit en fait est-ce que j'ai envie de ça, quoi? Est-ce que j'ai envie d'attendre 20 ans de carrière pour arriver au niveau où j'ai envie d'aller? La réponse était non. Je sentais clairement que je pouvais aller beaucoup plus rapidement en montant ma propre entreprise, que je pouvais réaliser ce rêve, d'avoir de l'impact, de faire des choses importantes et de montrer finalement, de me prouver à moi-même que je pouvais aller très très vite pour faire des choses en grand. Et ça, c'est quelque chose qui était impossible à faire dans l'industrie aéronautique. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'en suis parti. Je crois que c'était la raison numéro 3. Quatrième raison, les réunions interminables et inutiles. Alors, il n'y a pas que l'industrie aéronautique qui est touchée par ce fléau français. C'est un fléau typiquement français, ça, la réunionite, on appelle ça comme ça. Si vous êtes salarié, vous savez de quoi je parle. Et si vous n'avez jamais été salarié et que vous êtes entrepreneur, vous avez évité un sacré mal de tête. J'ai remarqué malheureusement qu'il y a une bonne moitié des réunions qui ne servent absolument à rien. Les réunions, en gros, c'est une pièce de théâtre dans laquelle les gens sont plus là pour faire une démonstration de compétences que vraiment faire avancer le projet. Encore plus dans les programmes de coopération européenne. Parce que ça, sur la fin de ma carrière, je travaillais sur des projets en coopération européenne, donc c'est-à-dire où il n'y avait pas que la France qui participait, où il y avait d'autres pays. Et là, je me suis rendu compte que non seulement les réunions étaient un petit peu une pièce de théâtre pour que chacun fasse le coq, quoi. C'est-à-dire en gros que chacun montre qu'il sait plein de choses, qu'il est là, etc. Mais en plus de ça, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens étaient là pour défendre avant tout leurs intérêts à eux. Alors, chose que je peux comprendre parce que chaque pays vient là pour défendre son intérêt, mais ça m'a un petit peu refroidi sur la réalité des travaux de coopération européens. Ça m'a prouvé que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas parce que les gens sont là pour leurs intérêts personnels ou pour les intérêts étatiques, donc c'est-à-dire par rapport à leur pays d'origine, et non pas pour l'intérêt du programme. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas accepté. Je comprenais les raisons, mais je ne pouvais pas travailler dans des milieux dans des milieux qui étaient comme ça, parce que tout simplement je me faisais chier, quoi. C'est pour le dire directement, je me faisais chier et ça m'a pété les couilles. J'avais envie d'autre chose, quoi, tout simplement. Donc ça, c'était la quatrième raison. Cinquième raison pour laquelle j'ai quitté Airbus, le fait d'être prisonnier d'un secteur géographique. Alors c'est simple, quand j'étais chez Airbus, j'étais sur le site de Marignane, donc Airbus mais hélicoptères, à côté d'Aix-en-Provence, parce que j'ai vécu pendant un peu plus de 8 ans à Aix-en-Provence. J'en profite pour faire un big up à toutes les personnes qui habitent à Aix-en-Provence. Il y a même une personne de mon staff qui s'appelle Thibaut. Je lui fais un petit coucou s'il écoute cet audio, qui habite lui aussi à Aix-en-Provence. Et le problème d'Airbus, en fait, c'est une entreprise avec un certain nombre d'implantations en France et dans le monde. Mais le problème, c'est que si vous avez envie de vivre ailleurs, en fait, c'est tout simplement pas possible. Vous êtes obligé de démissionner. C'est pour ça que je suis allé au ministère des Armées et que j'ai démissionné d'Airbus. Ça a été une des raisons. Parce que je voulais vivre à Paris. C'est-à-dire qu'après 8 années passées à Aix-en-Provence, j'en avais marre. J'en avais un peu marre parce que j'ai fait le tour de la ville et j'avais envie de nouveautés. Et à cette époque-là, je m'intéressais beaucoup aussi au game de la séduction. Et du coup, à cette époque-là, je voulais absolument vivre l'expérience parisienne, l'expérience de drague à Paris pour réaliser des objectifs personnels que j'avais à l'époque. Et donc pour ça, aller à Paris était impératif.
Mais je ne pouvais pas travailler pour Airbus là-bas parce que il y avait pas de projet pour moi. Et même s'il y avait quelque chose, en fait, je devais complètement changer de division, changer de métier, enfin tout changer. Donc, en gros, je devais demander une mutation. Et les mutations, vous savez comment ça marche, ça prend 1 à 2 ans à être accepté. Et moi, j'avais pas envie d'attendre 1 ou 2 ans. Donc, j'ai préféré démissionner pour changer de boîte et ainsi réaliser mon rêve parisien, tout simplement. La 6e raison pour laquelle j'ai démissionné d'Airbus, c'est qu'il faut comprendre que Airbus, c'est essentiellement un donneur d'ordre et que le vrai œuvre de conception, c'est pas tellement Airbus qui le fait, mais c'est ses sous-traitants. C'est-à-dire Airbus est un intégrateur. Airbus, c'est un constructeur qui assemble des boîtes pour faire une machine. Je vous la fais simple, mais en gros, c'est ça. Un avion, un hélicoptère, ce n'est rien d'autre qu'un assemblage de systèmes, de boîtes reliés par des fils, par des connectés à un moteur, etc., etc. Je la fais vraiment explication en mode CP, mais en gros, c'est ça. C'est juste un assemblage de boîtes. Ça. Et l'assemblage de boîtes, c'est bien au début. Mais au bout d'un moment, c'est un peu frustrant parce qu'en fait, on met pas les doigts dans le cambouis. Quand on intègre des boîtes, alors Airbus fonctionne comme ça, mais toutes les boîtes d'aéronautique fonctionnent comme ça, que ce soit Lockheed Martin, AgustaWestland, Sikorsky et autres. En fait, on fait juste des assemblages de boîtes. Et si vous êtes intéressé par vraiment la conception avancée pour regarder ce qui se passe à l'intérieur des boîtes, en fait, vous êtes frustré. Parce que le principe d'intégration, le principe même, c'est le principe de la boîte noire. C'est-à-dire que vous regardez uniquement les entrées et les sorties des boîtes, mais vous ne regardez pas ce qui se passe à l'intérieur. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est le problème du sous-traitant. C'est pas votre problème. Et moi, ça me frustrait un peu. Alors, au début, ça me frustrait pas. Je dis, j'étais content, j'intègre des boîtes, on connecte des fils, machin, on vérifie qu'il y a des charges, c'est cool. Moi, je trouvais ça marrant au début. Mais à la longue, avec les années, ça a fini par me frustrer parce que j'avais l'impression déjà de pas prendre tant de choses que ça. Et puis aussi, j'avais un peu l'impression de servir à rien. J'avais l'impression de servir à rien parce que, par exemple, je vous prends un exemple. Quand vous intégrez un radar, par exemple, sur un hélicoptère ou un avion, le radar, c'est pas vous qui le faites. C'est le sous-traitant. Vous recevez le manuel utilisateur, le manuel d'intégration, etc. Vous mettez la boîte dans l'hélicoptère, vous vérifiez que la boîte est bien ventilée, correctement refroidie, qu'elle n'est pas sujette aux vibrations, etc., etc. Et voilà, en gros, votre boulot, c'est ça. Et en fait, ça m'a frustré au bout d'un moment parce que j'aime aller dans le détail des choses. J'ai été formé comme ça. Le cursus d'ingénieur dans lequel j'ai été formé m'a formé à cela. Et ça, c'est un plaisir que je n'avais pas chez Airbus, que je n'ai pas trouvé non plus quand je suis au ministère des Armées et que j'ai retrouvé ensuite dans mon métier actuel d'entrepreneur, puisqu'aujourd'hui, on va vraiment dans le détail de chaque chose, que ce soit dans les photos, que ce soit dans les prestations de coaching séduction, de marketing ou n'importe quoi. On va dans le détail et ça, c'est quelque chose qui m'éclate. Ensuite, alors je ne sais plus si c'était la 5e ou la 6e raison, peu importe. La raison suivante, c'est la partie réseautage. C'est-à-dire qu'en gros, quand je travaillais chez Airbus et dans les grands groupes, j'étais souvent invité à des salons. Des salons à droite à gauche, à l'étranger, pour réseauter, etc. Et à mon niveau, encore une fois, c'est un peu comme les réunions, je trouvais que ça ne me servait pas à grand-chose. Le réseau, dans ces boîtes-là, c'est intéressant, notamment pour les personnes qui ont un poste important, donc c'est-à-dire qu'on est directeur de programme, directeur technique, etc. Mais quand on est, entre guillemets, simple ingénieur, en fait, on a plus l'impression de faire acte de présence qu'autre chose. Et ça m'amène à une autre raison qui m'a aussi fait partir de Airbus. En fait, c'est votre chef, votre N+1, qui décide à quelle réunion, à quel salon vous allez ou pas. Et si votre chef a décidé que vous irez à telle réunion parce que c'est important qu'il y ait une présence de l'équipe là-bas, et que vous n'en voyez pas l'intérêt, mais que le chef a décrété que ce serait quand même bien que vous y alliez, vous y allez, bien sûr. Mais dans cette réunion, en fait, vous n'avez pas l'impression de servir à grand-chose, en fait. Vous avez plus l'impression de servir de courroie de transmission
Dans le jargon de l'aéronautique, on appelle ça prendre les actions. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez à un salon, vous discutez, vous allez dans des réunions, etc. Et comme vous ne pouvez pas prendre de décision ni vous positionner officiellement au nom de l'équipe ou de la boîte, ben en fait, vous êtes juste là pour faire le scribe, c'est-à-dire pour prendre des notes, pour prendre des actions. Donc, c'est pour ça, en anglais, par exemple, on disait tout le temps TBD, TBC, donc to be defined, to be confirmed. Ou alors on disait OK, I hold the action, I will report next week, et so on. Et en fait, on avait l'impression de servir de script, de répéteur, de courroie de transmission entre les personnes dans la réunion et le chef, parce que du coup, c'est pas vous qui prenez les décisions, c'est votre N+1. Et ça, c'est quelque chose qui me frustrait, parce que du coup, j'ai pas l'impression de servir à grand chose. Et voilà dans les grandes lignes les principales raisons. Donc, comme vous le voyez, c'est pas des questions de salaire, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce qu'on dit toujours, ouais, le salaire est nul, je démissionne, machin. Le salaire est important, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est ce que vous apprenez dans une boîte, c'est comment vous vous sentez. Parce que je vous pose cette devinette, et je vous invite à me dire sincèrement en commentaire dans cette vidéo la réponse à cette question. Est-ce que vous préférez gagner 100 000 euros par an, mais travailler tous les jours de 6 h du matin à 9 h du soir? Ou bien est-ce que vous préférez gagner 40 000 euros par an, mais travailler de 9 h à 17 h? Répondez sincèrement à cette question. Je pense que vous connaissez ma réponse à cette question, puisque je vous ai donné un indice précédemment en disant que avant l'argent, il y a d'autres choses qui sont plus importantes. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez, parce que c'est une question importante pour vous, qui va définir quel type de salarié vous êtes, qu'est-ce qui est important pour vous. Parce que souvent, voilà, dans le salariat, on accorde beaucoup d'importance sur ça, alors qu'en fait, c'est pas forcément le facteur le plus important. Et dans mon cas, c'est pas pour des raisons de salaire que je suis parti, c'est pour d'autres raisons. Dites-moi en commentaire par rapport à ces deux questions. Donc, je répète, est-ce que vous préférez gagner 100 000 euros par an, mais travailler de 6 h du matin à 9 h du soir, ou bien 40 000 euros par an, mais travailler de 9 h du matin à 17 h le soir? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les raisons pour lesquelles je suis parti d'Airbus. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent. Ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs. Ou bien si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite.